Alors maintenant, on va passer à Jean Laplanche. Alors d'abord, donc, on va parler de Freud dans 2 minutes, mais d'abord, comment faites-vous à la fois pour être un viticulteur en Bourgogne et ça n'est pas rien, le château de Pommard. Surtout faisant son vin lui-même. Et vous faites votre vin vous-même, oui. et tout en étant, je le disais, professeur à l'université, publiant des œuvres de psychanalyse et ayant une part si importante dans la réédition de la traduction, nouvelle traduction des œuvres de Freud. Comment faites-vous ? Bien, je pourrais répondre d'une certaine façon parce que je suis très rapide et très génial. Mais je ne dirais pas cela. Je dirais simplement parce que 2 fois 39 heures, c'est mon horaire, à peu près. Alors, 39 heures pour la vigne, oui, 39 heures pour la vigne, psychanalyse. 39 heures pour la psychanalyse. Et est-ce que vos vignes se trouvent bien de votre science psychanalytique et est-ce que vos travaux de psychanalyse se trouvent bien de votre fréquentation des vignes ? Je me trouve bien des deux, certainement. Et certainement, ça se complète merveilleusement. Ça se complète ? Ça se complète. Hein. Oui, comment ? Mais je trouve qu'il y a, si vous voulez, cette notion que nous avions tout à l'heure de culture et de métabolisme, je la retrouve des deux côtés. Parce que l'intellectualité, c'est aussi un métabolisme. C'est aussi une façon culturelle, si vous voulez, un peu comme la fabrication. Mais bien sûr, c'est une manière de fabriquer avec le vin les endomorphines dont nous avons besoin. C'est un métabolisme des deux côtés. Le vin, l'ivresse c'est l'amour. C'est la même chose. Nous vivons d'endomorphines. Non, mais M. Laplanche ne va pas nous livrer sa vie privée comme vous, avec la je ne livre pas ma vie privée. Cher Bernard Pivot, vous le saurez tout à l'heure en regardant l'émission d'Ardisson, où je vais filer de ce pas, d'accord. où j'ai toutes mes femmes. Non, on n'est pas là pour faire la promotion des autres chaînes. J'ai déjà fait avec la 1, on ne va pas faire avec la 5. Jean Laplanche. Bien. Alors, d'abord, maintenant, parlons sérieusement des œuvres complètes, nouvelle traduction des œuvres complètes de Freud aux presses universitaires de France. Il y aura combien de volumes ? Il y aura 21 volumes. Bon. À 3 volumes par an, ça va faire 2 à 3 volumes par an. Il y en a pour 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Voilà. Bon, c'est publié aux presses universitaires de France. C'est une entreprise gigantesque parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'on essaye d'unifier la publication des œuvres de Freud et qu'il y a toujours eu des querelles, des bagarres. Enfin, en réalité, c'est de la faute à Freud au départ, parce que s'il n'avait pas donné ses droits à plusieurs éditeurs, on ne serait pas retrouvé ensuite dans la nécessité de recoller les morceaux. Il y a déjà ça. Puis alors, il y a toutes les querelles d'interprétation d'écoles qui se sont greffées. Bon, vous êtes le directeur scientifique de cette entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'assume la responsabilité de la doctrine de traduction et notamment de la doctrine terminologique qui sous-tend l'ensemble. Et pratiquement que je participe à la relecture de l'ensemble au moins 2 fois. La relecture par l'équipe de directrice et encore une autre relecture personnelle. Oui, parce qu'il y a un monde fou pour faire ça. Oui, je vois, il y a 2 directeurs. Oui, mais encore, ça, ce n'est que l'équipe directoriale, parce qu'il y a tous les traducteurs, il y a peut-être une trentaine de traducteurs, n'est-ce pas ? Pour ce volume, qui est d'ailleurs le volume 13. Oui. Pourquoi c'est le volume 13 ? C'est parce que c'est bien tombé, d'abord, puisque nous sommes également... le vendredi 13, c'est parfait. Bravo. Mais de toute façon, c'est bien tombé aussi parce que c'est un volume qui donne un peu les différents genres de Freud, on peut dire. Il y a le genre clinique, le genre théorique avec la métapsychologie, un écrit culturel avec les actuels sur la guerre et la mort. Bon, donc il y a vraiment un panorama de la pensée freudienne, également des types de styles freudiens. Mais pourquoi le volume 13 ? Parce que c'était les premiers textes préparés, disponibles. Mais je vois que ce volume 13, vous y êtes mis à 12 pour le traduire. Ah oui, 12 traducteurs. 12, c'est fou. Par équipe, seulement ils sont par équipe, toujours de 2 ou 3 en fait. Oui. Ils travaillent par équipe eux-mêmes. Bon, mais alors comment unifier tout ça ? Mais justement, c'est pour arriver à unifier tout cela que nous avons une équipe directoriale et surtout qu'au feu de l'action, on peut dire, nous sommes forgés une doctrine commune. Une théorie commune de la traduction. Bon, alors donnez-nous des exemples de difficultés et de changements par rapport à l'ancienne traduction des livres de Freud. Déjà au point de vue... ne parlons pas tout de suite terminologie, c'est le plus facile. Parlons style. Eh bien, nous avons essayé de coller au style freudien. Et de coller aussi bien à ses rugosités. Freud a obtenu le prix Goethe, mais ce n'est pas pour ça que tout est du style de grande littérature. Bon, il y a des passages qui sont lourdingues, il y a des phrases d'une page. Eh bien, nous sommes fait un devoir de respecter une phrase d'une page. C'était une phrase d'une page. Nous ne la coupons pas. C'est un formidable écrivain, mais même dans ses... Oui, mais enfin, même dans... plus durable que la réalité scientifique. Même lorsqu'il dit « si je faisais cela, je serais ceci », eh bien, nous gardons cela tel quel. Nous n'enjolivons pas, nous ne guérissons pas le texte. Le traducteur n'a pas à changer le texte et à le guérir. Le traducteur a le donné tel qu'il est. Mais par tout traducteur, c'est là que, si vous voulez, ce que nous faisons est un peu un modèle, à mon avis, c'est un peu ambitieux de dire cela, mais c'est un modèle pas seulement pour la traduction de Freud, mais pour la traduction de l'œuvre de pensée en général.
Philippe Je Solers. crois qu'il y a deux problèmes là, essentiels, sur lesquels vous avez reçu d'ailleurs des critiques. Il y a d'une part un changement de mots très important, de terminologie, On va y venir. s'agissant de choses très importantes. Par exemple, la névrose obsessionnelle devient la névrose de contrainte. Alors ce qui change évidemment la perspective, il y a dans ce livre, ce volume 13, un des grands cas racontés par Freud, d'ailleurs passionnant, parce que Freud est aussi un romancier passionnant, c'est l'homme au loup, n'est-ce pas? Et tout à coup, la névrose de contrainte prend la place de la névrose obsessionnelle. Il y a d'autres cas, comme par exemple refusement au lieu de frustration. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous forgez des mots en français. Oui, mais là, moi je veux bien partir sur la terminologie, mais je voulais parler du style avant. On va venir à la terminologie. J'aimais terminer sur le style pour dire que nous... Ah oui, ça fait partie du style. Non, mais enfin, parce qu'on dit style germanique, n'est-ce pas? Style germanique, c'est le verbe à la fin des propositions. Bon, évidemment, nous n'avons pas le ridicule de mettre le verbe à la fin dans les phrases françaises. Mais il y a une façon d'introduire les termes, les subordonnés, les principales, qui fait partie d'une rhétorique freudienne, et nous essayons de garder au maximum cet ordre. Parce que cet ordre est un mode de rhétorique, est un mode de raisonnement de Freud, et qui n'est pas indifférent qu'il introduise dans la même phrase ou dans la même page tel mot avant tel autre et de telle façon. Il y a d'ailleurs des gens qui ont analysé ça de très près, n'est-ce pas? Donc là-dessus, une grande fidélité à la phrase, au style, et je dirais au style au pluriel, puisque là nous avons l'exemple d'au moins 3 styles. Un style enlevé avec les actuels sur la guerre, la mort, un style un peu romancé par moments avec une névrose infantile, qui est un cas clinique, et un style quand même assez pesant, assez explicatif, qui est la métapsychologie. Ce travail sur la traduction également d'autant plus important que aujourd'hui, j'ai toujours été très violemment contre la psychanalyse, cette théorie des bas instincts née du bas-ventre de la veuve joyeuse à Vienne. Je crois que la psychanalyse s'applique à la famille du 19e siècle, mais Freud reste. Et c'est là où le travail de traduction est formidablement passionnant. Bien, alors venons maintenant au vocabulaire. Oui, venons-en à la terminologie. La terminologie. Bon, la terminologie ne se comprend pas ponctuellement, n'est-ce pas? On a parlé de névrose de contrainte, on va en parler bien sûr, mais dépassons le problème ponctuel. La terminologie chez Freud est un immense créateur de mots et de concepts. L'allemand s'y prête, mais aussi le français après tout. C'est-à-dire, vous savez, on peut substantiver des verbes, on peut faire des mots composés, etc. Bon, Freud a créé 600, 700, 800 concepts. Mais ces concepts eux-mêmes sont sur le sol d'une langue courante. Et nous avons recensé l'ensemble de ce qu'on peut appeler lexicographie, qui comprend environ 5000 termes, n'est-ce pas? Oui, mais par exemple, j'ai vu que fantasme, maintenant, est remplacé par fantaisie. Oui. C'est quand même très troublant, parce que le mot fantasme... Oui, parce que c'est passé dans la langue, c'est peut-être un peu trop passé dans la langue. C'est parce terrible. que la différence, c'est que fantaisie en allemand, c'est à la fois l'activité et le résultat. Et que fantasme n'est que le résultat. En d'autres termes, fantaisie, c'est la faculté de créer des fantasmes. Donc il y a à la fois l'activité et le résultat, comme souvent en allemand d'ailleurs. Un mot est à la fois le mouvement et ce à quoi il aboutit. Mais Jean Laplanche, fantasme et fantaisie sont deux mots qui ont fait recette dans la langue française. Et tout d'un coup, vous le remplacez l'un par l'autre, alors ces deux mots ont un sens vraiment bien particulier. Non, mais fantaisie a le sens de fantaisie chez Freud. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'est l'imagination. C'est l'imagination. C'est l'imagination. Avec un H ou si sans vous voulez H, bien, le problème, il faut entrer tout petit peu dans la technicité de la langue allemande. La langue allemande possède très souvent, et c'est sa richesse, deux mots, deux synonymes. Il n'y a pas de vrai synonyme, nous le savons. Mais la langue allemande a cette richesse d'avoir à la fois un mot d'origine latine, par exemple fantaisie, qui est le mot d'origine latine, et un mot d'origine germanique, qui est Einbildungskraft, mettons. Bon. Ou bien le mot trieb et le mot instinct. L'un est d'origine latine, romane, et l'autre est d'origine allemande, qui veulent dire soi-disant la même chose. Et il dépend de tel ou tel auteur de leur donner un sens légèrement différent. Et bien justement, chez Freud, entre l'imagination et la fantaisie, eh bien, il a créé la distance. De même, entre pulsion et instinct, il a créé la distance. Donc nous essayons de la créer en français. Mais est-ce que vous n'apportez pas, avec cette nouvelle traduction, le trouble dans les esprits, notamment? Bien sûr, ça, il faut. On dit que Freud se retourne dans sa tombe, mais je dis tant mieux, Saint-Éloi n'est pas mort. Hein, vous connaissez la chanson. Freud se retourne dans sa tombe, c'est qu'il n'est pas mort. Les néologismes de la langue allemande. Oui. Non, je voudrais laisser, parce qu'il a Monsieur Laplanche, excusez-moi, Jean Hidalgo. Nous créons des mots. On dit vous créez des mots. D'ailleurs, la plupart des mots que nous amenons, il y en a peut-être sur les doigts des deux mains que nous créons, et encore, la plupart se retrouvent à une étape ou l'autre de
la langue française. Passagèreté, par exemple, se retrouve, ça existe. Nous avons repris passagèreté, et c'est un mot qui était un peu tombé en désuétude, ce n'est pas vraiment une création. Mais est-ce qu'il y a eu des bagarres à l'intérieur de votre comité pour tomber d'accord sur des Oui, il y a eu des longues discussions, il y avait une commission de terminologie, nous avons longuement discuté, mais encore une fois, ça n'a jamais été ponctuel. Chaque choix... englobe une arborescence énorme, réagit sur un autre choix. Un terme est occupé par tel mot, mais on ne peut pas prendre tel autre. Est-ce qu'un travail comme celui-ci a été fait dans une autre langue que le français? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et je ne pense pas même qu'en français, prenez Heidegger, je ne pense pas que ce travail ait été fait avec la même minutie que nous l'avons fait. Essayer de faire coller à la conceptualité freudienne une conceptualité non pas calquée, bien sûr, le français a ses exigences,